Europe 1. Élysée 2022. Matinale spéciale. Vos invités ce matin, Sonia Mabrouk, l'un est politologue, l'autre sociologue. Bienvenue sur Europe 1. Bonjour Jérôme Jaffray. Bonjour. Et bonjour Michel Vivorca. Bonjour. Dont je présente le livre qui paraît aujourd'hui intitulé « Alors Monsieur Macron, heureux ». Nous allons bien sûr en parler. Jérôme Jaffray, tout d'abord, une nette victoire d'Emmanuel Macron, mais une étrange victoire puisque très vite hier soir, nous étions déjà dans l'après, dans le troisième tour, dans l'après-victoire sans répit. De quoi est-ce le révélateur selon vous ? Écoutez, c'est effectivement assez étonnant. L'élection présidentielle, c'est un moment décisif de notre vie politique. Ce qui est important dans ce qui s'est passé hier, je pense que nous allons y revenir, c'est un choix clair des Français. Ils ont clairement choisi une orientation politique, un président, par opposition sans doute à ce qui leur était proposé de l'autre côté. Si on est allé peut-être aussi vite vers la suite des choses, comme vous le soulignez, Sonia Mabrouk, c'est sans doute aussi que ça n'épuise pas le débat politique, ce choix. Forcément, à partir du moment où beaucoup de Français se sont trouvés contraints, beaucoup d'électeurs se sont trouvés contraints, hésitant entre l'abstention, le vote blanc, le vote contre, le vote pour une partie d'entre eux, l'idée que la bataille politique n'est pas achevée, c'est aussi la logique de la Ve République. Maintenant, avec le quinquennat, ce sont les élections législatives qui interviennent dans la foulée de la présidentielle, qui déterminent définitivement l'orientation politique du quinquennat. C'est donc ce concentré que nous avons eu hier. Un condensé, un concentré. Michel Vivorca, rappelons-le quand même, voilà un président réélu qui fait son entrée dans le club très fermé des chefs d'État reconduits et il l'accomplit sans passer par la case cohabitation. Et pourtant, aucun répit, aucun état de grâce. Et pour reprendre le titre de votre livre, alors Monsieur Macron, heureux mais lucide surtout. Hier soir, il a dit qu'il était heureux. Je pense qu'il ne peut pas ne pas se poser un certain nombre de questions et que nous ne pouvons pas lui poser et nous poser un certain nombre de questions. Il est lucide parce qu'il voit ce qui vient d'être dit par Jérôme Jaffray est absolument juste. Il voit à quel point on passe à autre chose, les législatives, avec une partie de la population importante qui a hésité, qui manquait d'enthousiasme, qui a choisi l'un plutôt que l'autre, mais sans ardeur. Et donc, oui, beaucoup de problèmes sont devant nous. Et en particulier, moi, c'est les thèmes qui m'ont le plus intéressé. C'est pas les seuls, bien sûr, mais la question de la démocratie. Évidemment, nous allons en parler, comment la revigorer dans un tel champ de ruines politique aussi. Mais revenons quand même là-dessus, Jérôme Jaffray. À peine avions-nous le temps d'analyser hier le résultat de cette présidentielle que Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon se disputaient déjà la première place d'opposants en vue des législatives. Aviez-vous déjà vécu un tel condensé et concentré politique? Ce qui est effectivement étonnant dans ces deux tours de scrutin, c'est la grande satisfaction des vaincus. Que j'ai rarement vu à ce point. D'abord, la très grande satisfaction de Jean-Luc Mélenchon au soir du premier tour, de l'exploit réalisé, c'est 22%, de cette captation de l'électorat de gauche autour de lui et derrière lui. Et donc Mélenchon avait un grand moment de bonheur qu'on n'a pas retrouvé, je dois dire, dans son intervention du second tour. Pour Marine Le Pen, eh bien, c'était aussi une très grande satisfaction. D'abord parce que sans doute songeait-elle aux 18% de son père seulement en 2002, à ces 34% de 2017, devenus presque 42% au soir de 2022. Sans doute songeait-elle aussi que le débat cette fois-ci ne lui a pas nui, au point d'un écroulement comme cela s'était produit en 2017. Et sans doute songeait-elle aussi qu'elle n'aurait pas apporté le poids de tous les problèmes du pays dans les prochaines années, et qu'elle avait finalement accompli son destin en portant une candidature jusqu'au bout et avec une certaine réussite dans la relation en particulier avec les Français, qui pour moi est un enseignement très remarquable de cette campagne présidentielle. C'est le changement de regard des Français sur Marine Le Pen qu'on a pu observer tout au long de la campagne et qui fait qu'effectivement, dans ces conditions, c'est une défaite qui n'est pas si douloureuse que cela. Alors poursuivons sur cette analyse, Michel Vivorca. Voici des perdus, des vaincus finalement, qui ont eu le sentiment, en tous les cas, qui voient leur défaite à travers une forme de victoire également. Ils y vont un peu fort, mais si pour eux ça n'est pas vraiment une victoire,
pour Emmanuel Macron non plus. C'est ça la difficulté. Et si on réfléchit si on se projette nous aussi vers l'avenir, puisque tout le monde nous dit, allez, on avance, on ne s'arrête même pas là-dessus, on se projette vers les législatives, il est très intéressant de réfléchir à la façon dont vont évoluer ces deux logiques d'opposition. Et là, je dirais, d'un côté, Marine Le Pen, on n'a pas encore prononcé son nom, mais enfin, elle a géré aussi, c'est pour ça qu'elle peut être plutôt contente, l'obstacle Zemmour. Elle s'en est tirée de façon hallucinante. Qui aurait dit, il y a 2 ou 3 mois, quand Zemmour était à 19% dans les sondages, mais qui aurait dit qu'elle allait s'en remettre? La plupart des observateurs disaient, ça va la casser et peut-être même l'empêcher d'être au second tour. Ça l'a porté. C'est quand même incroyable. Mais que va-t-il se passer de ce côté-là? Comment va-t-elle gérer cette tension entre une logique de respectabilité, elle n'est plus sulfureuse ou beaucoup moins, d'un côté, et la logique de celui qui s'est annoncé comme son partenaire, tout en lui glissant une peau de banane dans son discours dès hier soir, mais quand même, comment elle va gérer une tension entre ces deux logiques? Et de l'autre côté, c'est presque un problème symétrique, c'est-à-dire si Mélenchon veut vraiment devenir l'incarnation de l'opposition de gauche, il va lui falloir, comment dirais-je, pas seulement étrangler le peu qui reste du Parti socialiste ou des communistes, pas seulement les digérer, les avaler, mais au contraire capter leur électorat, donc mettre peut-être un peu d'eau dans son vin d'insoumis. Ça veut dire que nous aurions, Jérôme Jaffray, un pays avec une droite nationale quand même avec plus de 40% des voix et une assemblée dont l'opposition à la gauche de la gauche ou à l'extrême gauche veut l'emporter. C'est un sacré paysage politique pour le président. Ce qui ressortait du premier tour, c'est 3 blocs, effectivement. Un bloc central, dont Emmanuel Macron est le principal porteur, mais qui était affaibli par rapport aux élections précédentes. Il représentait... Le bloc central sont les partis de gouvernement. Les socialistes, les écologistes, les centristes, les marcheurs, les républicains. Moins de 40% des suffrages exprimés au premier tour. À titre de référence, c'était 80% en 2007. C'est-à-dire moitié moins en 15 ans. C'est quelque chose de saisissant. Parce qu'effectivement, il y a un bloc de droite radicale puissant, 1/3 des électeurs au premier tour, et porté jusqu'à presque 42% au second, et un bloc de gauche radicale, mais Jean-Luc Mélenchon représentant moins du quart de l'électorat, mais espérant progresser par la captation du reste de la gauche. Donc vous avez une situation pour les élections législatives, et on l'a vu déjà dès le second tour de la présidentielle, où ces deux blocs ne peuvent pas, les blocs de la gauche radicale et des droites radicales ne peuvent pas s'allier, ne peuvent pas s'entendre. Et tout le jeu du bloc central et d'Emmanuel Macron consiste donc à profiter de cet antagonisme des deux blocs pour constituer sa propre domination sur le paysage politique, ce qu'il a réussi en 2017 et ce qu'il a renouvelé en 2022, performance exceptionnelle. Ça suppose quand même de bâtir derrière lui une majorité de députés aux élections législatives, alors qu'un président réélu, il n'y a pas l'élan et l'automaticité de cette majorité. Pourquoi ? Parce que quand un président est élu pour la première fois, l'argument majeur des Français, c'est donnons-lui sa chance, aidons-le, donnons-lui une majorité pour qu'il puisse faire ce qu'il a dit. Mais quand un président est réélu, la notion de lui donner sa chance n'a plus la même force. Attendez, vous voulez dire que cette logique ne prévaut plus, qu'il peut y avoir que le scénario de cohabitation n'est pas un scénario fiction alors ? Alors, la cohabitation, je n'irai peut-être pas jusque-là. Je dirais l'automaticité de la majorité de députés qui accompagnent et aident le député ne fonctionne pas forcément de la même façon. Je rappellerai pour nos auditeurs, qui beaucoup d'entre eux ont une très bonne culture politique, le précédent de 1988, où François Mitterrand, si brillamment réélu, n'a pas eu une majorité absolue de députés socialistes derrière lui après. Mais les législatives, du coup, c'est plus compliqué. Le jeu de Macron, c'est soit d'obtenir une majorité de députés qui le soutient, soit qu'il n'y ait pas de majorité contre lui, par division des oppositions, et à ce moment-là, vous avez un certain jeu politique. On voit bien pourquoi, finalement, vos invités politiques, Sonia Mabrouk, dès hier soir, étaient tournés vers ce fameux 3e tour. Exactement, c'était vraiment frappant et édifiant, comme vous le dites, Jérôme Jaffray. Il y a la majorité, il y a la gouvernance. Michel Vévorka, vous y consacrez une large part de votre livre intitulé « Alors, Monsieur Macron heureux ». Vous revenez sur cette démocratie qu'il faut réveiller, revigorer. Il y a 5 ans, la marche du Louvre était solitaire pour Emmanuel Macron. Souvenons-nous comment il est arrivé. Hier, au Champ de Mars, elle se voulait collective, cette marche. Il va falloir aussi gouverner pour ces Français qui ont voté par rejet, par dépit, par frustration. Alors, je crois qu'effectivement, il a voulu montrer, par ce moment un peu symbolique, qu'il n'était plus le même, qu'il avait changé.
La question qu'on est tout à fait en droit de lui poser, c'est celle que je lui pose d'ailleurs, c'est comment est-ce que vous pouvez dire que vous allez être autre tout en prétendant avoir réussi et donc avoir été ce que vous avez été. Comment peut-on se transformer et rester identique à soi-même? C'est pas si simple, et par conséquent, il y a un certain nombre de grands problèmes qui se posent. Peut-être le plus important, et je vais le formuler de la manière suivante. On a, Jérôme Jaffray vient de très bien le décrire, on a des blocs qui semblent ne pas pouvoir communiquer. Est-ce que la solution qui consiste à essayer d'en avaler un petit morceau, d'une manière ou d'une autre, d'en intégrer dans un gouvernement, dans une logique... Attention à l'indigestion, voilà. Parce que... Mais c'est une solution qui ne règle aucun problème et qui laisse les fractures encore plus vives. La question, c'est donc de transformer les fractures en débat, en conflit, en vie institutionnelle, et en autre chose que le risque de chaos, de violence, de autre chose que les gilets jaunes, mais qui s'apparenterait à eux, etc. Autrement dit, le challenge pour moi, aujourd'hui, c'est comment recréer plus de vie démocratique et pas simplement « je suis en haut, certes je suis ouvert, je discute avec tout le monde, mais je suis en haut, rejoignez-moi », parce qu'on ne peut pas pousser dans l'irrationalité, dans l'absurde, dans le non-sens, une bonne partie de la population, et c'est ça le risque pour notre pays. Ça vous fait réagir, Jérôme Jaffray? Oui, tout à fait. Je crois que ce que vient de dire Michel Vieux-Vorka est très très important sur la façon dont le quinquennat, le deuxième quinquennat Macron va fonctionner. Au fond, on est dans une situation où soit on aura des crises sociales à gérer, soit on va trouver un débouché politique. C'est dans ces termes que ça se pose. Alors, le risque, je dirais, c'est qu'Emmanuel Macron considère que la crise n'est pas forcément une mauvaise chose pour lui. Elle lui a permis finalement, toutes ces crises qu'il a eues pendant ce quinquennat, ne l'ont pas du tout empêché d'être réélu. Et la capacité à gérer les crises est une chose dont le président Macron peut considérer que c'est un atout. Levez-vous, orage désiré, pourrait-on entendre. Le débouché politique, c'est autre chose. C'est offrir des solutions politiques aux tensions et aux divisions qui fracturent la société. Et à ce moment-là, vous avez deux façons de faire. Je dirais soit en termes de gouvernement et de gouvernance, une autre méthode, et le président l'a dit, il développera une autre méthode sans jamais nous dire quelle serait cette méthode et comment elle fonctionnerait. Je dois dire que c'est un énorme point d'interrogation, soit de modifier assez vite le mode de scrutin d'élection des députés pour qu'en cas de crise majeure type gilet jaune, il y ait le débouché politique d'une dissolution et d'élections législatives avec une représentation proportionnelle partielle ou totale qui à ce moment-là oblige les forces politiques à se recomposer et à s'entendre. C'est donc débouché politique ou crise sociale les grandes questions du deuxième quinquennat Macron à mes yeux. C'est frappant ce que vous dites, Jérôme Jaffray, sur les crises qui ont évidemment marqué, bousculé, imprimé ce quinquennat. Je repense à une phrase dite par Emmanuel Macron, c'était en 2017. Il avait dit « Je ne suis pas l'enfant naturel du temps calme en politique, je suis le fruit d'une forme de brutalité dans l'histoire ». Me semble-t-il, c'est la phrase exacte, Michel Vieux-Vorka. Bon, mais voilà un homme pétri de paradoxes. Élu, certains diront par effraction en 2017, un peu par résignation en 2022, et il continue de marquer l'histoire aujourd'hui. Tout à fait. Alors, je vais un instant dire qu'il a eu du génie. Il a eu du génie au moment des Gilets jaunes quand il a dit « Je vais transformer la crise en débat ». En grand débat. L'idée était géniale. Alors là, je parle en sociologue. Je transforme une crise, un spasme, une société qui se braque. Je lui dis « discutons ». Sauf qu'il a construit un grand débat, mais pas avec les acteurs concernés. Et par conséquent, l'idée géniale a été gâchée. C'est le deuxième coup de génie, si vous permettez. Car avec les acteurs concernés, il aurait beaucoup de mal à s'en sortir. Il n'en voulait pas, de toute manière. Je ne dis pas du tout que tous les problèmes viennent de son côté. Vous entendez, il y a du génie et une forme de cynisme, alors, dans ce cas-là. Voilà. Et donc, je pense... Ai-je traduit votre pensée, Jérôme Jaffray? Oui, Michel Vieux-Vorka. Oui, non, je pense qu'il y a en fait deux chemins à envisager pour lui. Le premier chemin, Jérôme Jaffray l'a évoqué, c'est des réformes institutionnelles. Alors, je ne pense pas qu'il nous fera sortir de la Ve République, mais qui sait, en tout cas la proportionnelle, il y a des choses qui méritent d'être discutées et transformées. Et le deuxième chemin, et c'est là où je suis très sceptique, c'est un changement de culture politique. Parce qu'on dit Macron, mais c'est tout un environnement, c'est un personnel politique et administratif. Et ce sont des logiques qui se sont renforcées ces dernières années, qui ne sont pas des logiques de débat, de négociation, de recherche de compromis. Dans mon livre, j'évoque en particulier les affaires avec Laurent Berger.
Comment est-ce qu'il a pu ne pas compter d'une manière ou d'une autre sur une CFDT bienveillante qui partageait ses orientations sur les retraites? Comment est-ce qu'il a pu ne pas voir que la CFDT était disposée à l'aider justement dans la gestion du problème des gilets jaunes? Et donc, cette culture-là, c'est pas lui seulement, c'est toute une technostructure, une bureaucratie, mais aussi de la haute fonction publique. Et elle ne se décrète pas, il faut la construire et l'imaginer. On va continuer à en parler avec vous, Michel Vivorca et Jérôme Jaffray à notre micro ce matin sur Europe 1. Une courte pause, cher Dimitri, on se retrouve, c'est bien ça? Un soupçon d'Alban Le Prince et oui. Nous revenons en scène, à tout de suite. Europe Matin, matinale spéciale Élysée 2022. Dimitri Pavlenko. Jérôme Jaffray, politologue, chercheur associé au CEVIPOF, et Michel Vivorca, son sociologue, auteur d'un livre qui vient à peine de sortir, intitulé « Alors Monsieur Macron, heureux ?» La question se pose évidemment au chef de l'État, réélu avec 58,5% des suffrages hier. Sonia Mabrouk, vous restez avec nous. Nous gardons ces messieurs jusqu'à 8h40. Alors j'ai une question, Michel Vivorca, vous disiez tout à l'heure, c'est frappant comme tout le monde se projette déjà dans les législatives qui ont lieu dans pratiquement 2 mois. Mais si on revient sur le déroulement de cette campagne, une chose me frappe. Finalement, on peut gagner largement l'élection présidentielle avec pas de programme, ou si peu. C'est assez frappant de voir qu'Emmanuel Macron n'a pas une structure programmatique très élaborée, tandis que Marine Le Pen, elle, aurait presque eu le tort d'avoir un programme très développé, puisqu'elle a été systématiquement attaquée sur le contenu de son programme. Est-ce que c'est embêtant? D'abord, votre remarque, c'est déjà la question, c'est déjà la réponse à la question. C'est-à-dire, c'est pas le programme qui fixe le résultat, hein, en gros, qu'on en ait ou qu'on n'en ait pas. Alors, c'est embêtant. Un programme rigide, si je peux dire, enferme ensuite pour 5 ans celui qui l'a proposé et qui est élu, ou celle, et pas de programme, ça laisse les électeurs quand même un peu pantois. Donc vous avez raison, c'est plutôt fâcheux, c'est plutôt ennuyeux. Pas de programme, plutôt une plasticité. Hein. Oui, soyons plus objectifs du programme d'Emmanuel Macron, qui a évolué dans l'entre-deux-tours. Hein. Je pense qu'il faut réfléchir peut-être un tout petit peu autrement. Marine Le Pen vient d'une logique d'opposition. Et elle se retrouve presque aux portes du pouvoir. Et c'est à ce moment-là que son populisme, on peut l'appeler comme ça, sa façon de voir les choses, ne tient plus la route. Et donc elle est obligée de montrer qu'elle va tenir la route. Emmanuel Macron, lui, il a un bilan qu'il n'a pas fait, que personne n'a vraiment fait. Moi, j'ai essayé d'en faire sur certains aspects. Il a un bilan. Il lui sera quand même difficile de faire comme si ce bilan n'existait pas. Si vous permettez, je vais donner juste un exemple parce que je le trouve énorme. Il vient, dans son programme, comme ça, de chic, nous dire la retraite à 65 ans. Et puis il rencontre quelques personnes sur un marché et il dit ce sera finalement peut-être 64 ans pour certains. Bon, très bien, je discuterai, j'écouterai. Mais si on se souvient de ce qui s'est passé pendant plus d'1 an, Monsieur Delvoye discute pendant à peu près 1 an pour rien. Il se retrouve en plus, par ailleurs, donc Jean-Paul Delevoye, ancien commissaire à la réforme des retraites. Il se retrouve en plus condamné à 6 mois de prison avec sursis, c'est pas brillant. Ensuite, la réforme est quand même annoncée, mise sur la table. Le pays est à moitié paralysé, SNCF, RATP, etc. Ensuite, blocage à l'Assemblée, des milliers d'amendements pour paralyser la vie politique. Ensuite, ça passe en force un samedi matin en Conseil des ministres pour, un Conseil des ministres qui devait absolument pas parler de ça, mais qui devait parler d'autre chose. Et cette réforme avait été présentée comme absolument nécessaire autour d'un système à points. Et aujourd'hui, sans report à 64 ans. Voilà. Bon, donc on nous dit aujourd'hui des choses qui n'ont plus rien à voir avec ce qui ont paralysé le pays pendant plus d'un an. Donc on peut quand même s'interroger et interpeller le chef de l'État. Qu'est-ce que vous faites de votre passif, de votre passé? Et donc Jérôme Jaffray, comme le disent beaucoup évidemment de spécialistes hier et d'éditorialistes, maintenant le plus dur commence, justement pour reprendre ce que dit Michel Vivorca, réforme des retraites, mais aussi quand même une plasticité dans cet entre-deux-tours où il a navigué plutôt à gauche. Est-ce qu'Emmanuel Macron va mesurer maintenant le prix des voix gagnées en grande partie justement à gauche? D'abord, il faut bien comprendre que qu'est-ce qui a fixé les résultats, c'est effectivement pas la question des programmes. Ce qui a fixé le résultat, c'est à qui on confie le gouvernail du pays France. C'est ça qui a compté. Et de ce point de vue, on est revenu à la logique absolue de l'élection présidentielle voulue par le général de Gaulle. C'est qui est en charge du pays
Et pour faire quoi du pays? À ce moment-là, l'inquiétude s'est déplacée davantage sur Marine Le Pen et les risques que pouvait présenter son programme sur l'isolement de la France par rapport aux autres pays, sur la fracture accrue de la société française, sur certaines de ses propositions, sur les risques économiques de son programme, en particulier pour les possédants, les épargnants, car il y a un vote de portefeuille derrière le vote d'hier. Le vote de portefeuille en sciences politiques, c'est quand vous avez une croissance parfaite entre le vote en faveur d'un candidat et le niveau de revenu. On l'a hier soir. On l'a absolument. Le vote Macron monte systématiquement en fonction du niveau de revenu et de la position sociale. Attendez, le vote de portefeuille, aussi. vote générationnel, c'est important. Oui, puis le vote Le Pen, permettez-moi d'ajouter, est aussi un vote de portefeuille, puisque la symétrie est absolument parfaite en termes de niveau de vie, niveau de revenu. C'est davantage un vote de portefeuille vide que de portefeuille plein, si vous permettez. Oui. Donc nous ne sommes pas exactement... C'est la promesse de le remplir. Nous ne sommes pas exactement dans la même logique. Mais du coup, si vous voulez, Emmanuel Macron, en gros, son programme, c'est on continue. On continue avec à la fois ce que j'essaye de faire pour moderniser le pays et ce que je comprends des Français pour ne pas aller trop loin dans ce qu'il faut faire pour moderniser le pays. Et ça aboutit, comme vient de le dire Michel Viévorka, à, par exemple sur la question des retraites, certainement à beaucoup d'assouplissement et d'adoucissement par rapport à une proposition extrêmement brutale au départ et qui a beaucoup frappé et heurté les Français qui ont compris qu'on allait aux 65 ans du jour au lendemain, ce qui en fait n'était pas réellement la proposition du président, mais c'était compris comme ça. Donc c'est ce niveau, mais cette plasticité dont vous parliez, Sonia Mabrouk, finalement, c'est aussi ce qu'on demande aux gouvernants. Et donc il y a cet échange entre le pays et le président, difficile, avec le style d'Emmanuel Macron, car malgré tout, si on évoquait cette jeunesse qui l'accompagnait vers le champ de Mars hier, comme la contre-image du Jupiter de 2017, mais enfin, ces enfants qui l'accompagnent, ça n'annonce pas non plus un très grand partage du pouvoir. On ne va pas partager le pouvoir avec les enfants. J'ai une question aussi à vous poser à propos de la fluidité ou non des électorats entre eux, puisque depuis ce matin, on dit voilà que se dessinent 3 blocs qui s'opposent, qui se regardent en chien de faïence dans ce paysage politique français. Et puis, on voit cette espèce de bizarrerie électorale que nous montrent notamment les Antilles, où l'on a massivement voté Jean-Luc Mélenchon au premier tour. Et alors on nous dit que le report de voix des électeurs de Jean-Luc Mélenchon s'est fait majoritairement au profit d'Emmanuel Macron, et l'on voit que ça ne s'est absolument pas joué comme ça aux Antilles. On a voté massivement pour Marine Le Pen avec des scores qui parfois excèdent 60%. C'est intéressant parce que c'est un vote de colère. Et ça nous dit quand même jusqu'où peut aller la colère. Parce que ce qui s'est passé aux Antilles, les Antilles, quand c'était en 2002, entre Jean-Marie Le Pen et Jacques Chirac, c'était 93% des voix pour Jacques Chirac. En 2017, c'était plus de 70% des voix pour Emmanuel Macron contre Marine Le Pen. Et hier, ça a été l'inverse. C'est 70% des suffrages exprimés à peu près pour Marine Le Pen contre Emmanuel Macron. C'est le vote de colère. Et là, c'est la jonction des extrêmes contre le bloc central, contre le pouvoir. C'est un vote anti-vax, très clairement. C'est-à-dire qu'au fond, c'est un vote anti-Paris, dans la relation. Mais on voit bien qu'il y a un risque quand même pour le pouvoir politique des prochaines années. C'est que ce mécanisme qui s'est fait aux Antilles puisse s'étendre éventuellement vers la métropole. On peut dire malgré Jérôme Jaffray et Michel Viévorka, la convocation du front républicain, du barrage dont on dit qu'il n'a pas marché, mais enfin c'était carrément un front antifasciste. Certains diront le petit théâtre antifasciste. Bon, force est de constater quand même qu'il était assez important, Michel Viévorka. Et pourtant, aux Antilles, ça n'a pas fonctionné. Alors, je crois qu'il faut bien montrer, bien voir qu'aux Antilles, la colère, j'allais dire, est juste. La colère, elle a quelque chose à voir aussi avec ce produit, je ne sais plus si c'est un insecticide ou un pesticide. Pardon, le chlordécone. Exactement. Bon, pesticide utilisé dans les bananeraies. On utilise un pesticide qui a des effets toxiques évidents, et quelques jours avant le premier tour, en plus, le procès de ceux qui ont des responsabilités dans cette affaire-là, je me souviens plus du détail, mais enfin le procès aboutit à leur acquittement. Et donc, vous avez une population qui se sent non seulement méprisée, mais tellement méprisée que sa vie même ne semble pas compter. Donc moi, je comprends cette colère. Et maintenant, je reviens à ce que vous disiez sur tout ce qui est anti-vax. Si on ne comprend pas
que oui, bien sûr, il y a des gens qui dérapent complètement dans l'anti-vax et l'anti-pax, mais qu'on ne peut pas traiter la grande majorité de ceux qui disent « je pense autrement, je réfléchis autrement, je m'informe autrement », etc., on ne peut pas les traiter en disant « ils sont dans l'absurde, ils sont dans le non-sens, ils sont dans l'irrationalité », et c'est ce qu'ont vécu, avec en plus un grand sentiment d'injustice, les anti. Donc oui, on risque d'avoir d'autres affaires de ce genre. Pour conclure, peut-être Jérôme Jaffray et Michel Vivorca, la France déjà, de demain, des jours d'après, comment la définir? Ce n'est pas évident comme question, mais si vous aviez un mot, une coloration, une tonalité qui vous vient à l'esprit. La France est à la fois divisée, et fortement divisée socialement, culturellement, générationnellement. On n'a pas parlé du taux d'abstention. Il est d'autant plus fort qu'on est jeune. C'est les personnes les plus âgées qui ont voté massivement, et d'ailleurs dans un sens très orienté. Alors par exemple que le taux d'abstention chez les jeunes, selon le sondage d'Ipsos que j'ai relevé, il est de 40% chez les moins de 35 ans et de moins de 20% chez les plus de 60 ans. C'est donc une vraie différence. Et nous avons en même temps un choix clair de l'élection présidentielle. C'est-à-dire que la fonction de la présidentielle, de désigner un vainqueur, de lui donner les moyens, car avec 58,5% des voix, le président de la République a les moyens de tirer les leçons politiques du scrutin pour un pays plus uni. Et ça, c'est son immense défi du deuxième quinquennat. Michel Vivorca, en 10 secondes. Si ça en 10 secondes, il faut qu'il nous écoute. Il faut qu'il nous écoute. Il faut qu'il s'intéresse à ce que disent les gens qui analysent les choses. Et c'est l'esprit de votre livre. Hein. C'est une adresse véritablement au président sur la démocratie. Et qu'il en fera un petit quelque chose. Voilà, merci messieurs. Ça s'appelle Alors Monsieur Macron heureux. C'est paru aux éditions Rue de Seine. Merci Michel Vivorca. Merci Jérôme Jaffray. Merci Sonia Mabrouk. Très bonne journée à vous tous.